Le 2 novembre 2025, une commémoration a basculé. Un discours a brisé un tabou social. Et les radios ont relayé ces mots comme un signal inédit. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi vraiment ce choc public-là ? Dès le lendemain, des cercles de parole surgissent dans des lycées, des réunions se tiennent au Sahel, et l'État annonce une commission contre les violences faites aux femmes. Plus tard, les indicateurs avancés parlent d'une hausse de 25% de la scolarisation des filles, d'une baisse de 18% de la mortalité maternelle, et de plus de 50 000 emplois féminins. Ce récit promet d'expliquer pourquoi le discours du 2 novembre 2025 n'est pas un simple épisode rhétorique, mais un déplacement durable des priorités nationales. Il montre ce que ce moment change concrètement pour la société burkinabé, au-delà de l'émotion initiale, en reliant paroles, décisions et premiers effets observables. L'enjeu est clair. Comprendre comment une prise de parole publique peut ouvrir un espace d'action là où dominait le non-dit et l'évitement, et pourquoi cela engage désormais l'État, les communautés et les individus. Ce qui est en jeu dépasse la figure d'un président. Il s'agit de savoir si une société peut transformer un choc symbolique en réforme tangible, sans se fragmenter sous le poids des résistances culturelles. Ibrahim Traoré place ainsi la question de la dignité humaine et des violences faites aux femmes au centre d'un débat longtemps marginalisé. Si cette dynamique s'enracine, elle redéfinit le contrat social. Si elle échoue, elle risque d'accentuer les fractures existantes. C'est cette ligne de crête que ce parcours va examiner, étape par étape. En moins de 24 heures, des cercles de parole apparaissent dans des lycées et les radios régionales basculent en diffusion continue. Dans la période qui suit, 3 chiffres commencent à circuler dans le débat public. Une hausse de 25% de la scolarisation des filles, une baisse de 18% de la mortalité maternelle et plus de 50 000 femmes intégrées à des activités économiques locales. Ces signaux précoces ne surgissent pas dans le vide. Le Burkina Faso portait depuis longtemps des violences sociales et des inégalités de genre rarement nommées publiquement. Les commémorations nationales, habituellement ritualisées, servaient surtout à rappeler l'unité et la résilience, sans ouvrir de débat frontal sur ces fractures. Le 2 novembre 2025 rompt cette logique. En choisissant ce cadre symbolique, Ibrahim Traoré déplace la fonction même de la parole officielle. Elle ne commémore plus seulement, elle interpelle. Le discours agit d'abord comme un révélateur. Il met en lumière des mécanismes sociaux et culturels que beaucoup connaissaient, mais que peu formulaient ouvertement. Cette verbalisation publique change la dynamique. Ce qui était perçu comme des problèmes privés ou communautaires devient un enjeu national. C'est dans cet interstice que s'engouffrent médias, associations locales et établissements scolaires. Les réactions rapides montrent qu'un espace de discussion existait déjà, mais restait comprimé. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré compte autant que le contenu du message. Ancien militaire devenu président en période de crise, il n'est pas identifié comme un réformateur social classique. Justement, cette distance avec les codes habituels renforce l'effet de surprise. Le discours ne se présente pas comme une analyse académique, mais comme une interpellation directe, presque brute, adressée à l'ensemble de la société. Ce mini-réveil collectif pose alors une question centrale. Ces premiers indicateurs traduisent-ils une bascule durable ou seulement une réaction émotionnelle à un moment exceptionnel ? La réponse dépendra de ce qui se construit après le choc initial. Dans les jours qui suivent, la parole présidentielle cesse d'être abstraite et prend des visages précis. Dans les lycées de Waïgouya, des enseignants ouvrent des temps d'échange inhabituels, non programmés, où des élèves prennent la parole sans cadre formel. Ces scènes, modestes en apparence, signalent un déplacement concret. Des lieux qui n'étaient pas pensés pour ce débat deviennent des points d'entrée du changement. Les médias locaux jouent un rôle de relais décisif. Les radios régionales, souvent prudentes sur les sujets sociaux sensibles, consacrent leurs programmes aux extraits du discours. Ce choix éditorial n'est pas anodin. Il transforme un message présidentiel en matière première de discussion quotidienne, accessible bien au-delà des cercles institutionnels. Le débat sort ainsi des capitales administratives pour atteindre des zones où la parole publique sur les violences faites aux femmes restait marginale. La posture d'Ibrahim Traoré éclaire cette dynamique.
Son autorité ne repose pas sur une rhétorique technocratique, mais sur une relation directe avec le vécu des citoyens. Il ne s'érige pas en arbitre distant, il désigne un problème et invite la société à s'en saisir. Cette simplicité apparente facilite l'appropriation du message par des acteurs très différents, des associations locales aux établissements scolaires. Ces impacts précoces ne sont pas encore des réformes structurées, ils relèvent plutôt d'un changement d'atmosphère. Les discussions deviennent possibles là où elles ne l'étaient pas, et le silence recule, même brièvement. C'est précisément ce glissement qui compte. Il prépare le terrain pour des décisions plus formelles, tout en révélant les premières résistances. À ce stade, une interrogation demeure. Ce climat d'ouverture survivra-t-il au passage de l'émotion initiale vers l'action durable ? Avant le 2 novembre 2025, la question des violences faites aux femmes restait largement cantonnée aux marges du débat public. Elle existait dans des rapports associatifs, dans des conversations privées, parfois dans des programmes d'ONG, mais rarement au cœur de la parole d'État. Les commémorations nationales suivaient un rituel stable, orienté vers la mémoire collective et la résilience, sans remise en cause explicite des structures sociales. Le jour du discours marque une activation. En prenant la parole dans un cadre symbolique, Ibrahim Traoré modifie le rythme politique. La dénonciation est directe, sans détour, et s'accompagne d'un appel clair à la mobilisation collective. Cette séquence crée un effet de surprise, car elle rompt avec l'attente d'un message consensuel. La réaction est immédiate. Les médias relaient, les associations reprennent, et la question entre dans l'agenda national. La phase de bascule se joue dans les heures et les jours suivants. Les radios diffusent en continu des extraits du discours, un phénomène inédit sur un sujet aussi sensible. Sur les réseaux communautaires du Sahel, les paroles circulent rapidement, traduites, commentées, discutées. Ce mouvement révèle un décalage. Ce qui était perçu comme tabou suscite en réalité une forte résonance. Des réunions communautaires s'organisent dans plusieurs villages, portées par des associations locales qui s'emparent du message présidentiel pour ouvrir le dialogue. Vient ensuite la phase des répliques institutionnelles. Le gouvernement annonce la création d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce geste est à la fois symbolique et politique. Il indique que le discours ne restera pas sans suite, tout en testant la capacité de l'État à transformer une parole en dispositif. En parallèle, les ministères de l'Éducation et de la Santé amorcent des ajustements en renforçant l'accès à l'école et aux soins dans des zones jusque-là marginalisées. Ces répliques ne se produisent pas dans un environnement neutre. Des résistances apparaissent rapidement. Certains chefs traditionnels et responsables religieux expriment leurs inquiétudes, craignant une remise en cause trop rapide des équilibres sociaux. Ces oppositions rendent visible une tension ancienne entre modernisation et tradition, désormais exposée publiquement. La dynamique reste cependant enclenchée. Les premières décisions administratives, même limitées, servent de point d'ancrage. Elles montrent que le moment du 2 novembre 2025 n'est pas isolé, mais intégré dans une séquence plus large. Ibrahim Traoré, en assumant cette trajectoire, accepte implicitement le risque de confrontation sociale. C'est ce choix, plus encore que le contenu du discours, qui transforme l'événement en processus. Avant le discours du 2 novembre 2025, les indicateurs sociaux liés aux femmes évoluaient lentement, souvent de manière fragmentée, sans coordination politique claire. Après cette date, une inflexion mesurable apparaît dans 3 domaines précis, utilisés comme repères pour évaluer la portée réelle de la séquence ouverte par Ibrahim Traoré. Commençons par l'éducation. Premier repère de cette inflexion. Le taux de scolarisation des filles dans les zones rurales augmente de 25% entre 2025 et 2026. Ce chiffre ne renvoie pas seulement à des inscriptions supplémentaires. Il traduit un changement d'arbitrage au sein des familles, qui commencent à considérer l'école des filles comme un investissement légitime. Cette évolution s'explique par l'ouverture de nouvelles écoles dans des régions jusque-là mal desservies, mais aussi par des dispositifs de bourses ciblées. L'effet combiné réduit la distance physique et financière à l'éducation, 2 freins structurels majeurs. Vient ensuite la santé maternelle, deuxième repère essentiel.
La mortalité maternelle recule de 18% sur la même période. Cette baisse est liée au renforcement des centres de santé dans les zones rurales et à la formation de sages-femmes locales. Ici encore, le chiffre doit être lu comme un indicateur de transformation de l'accès, et non comme une simple performance statistique. L'amélioration des soins prénatals réguliers permet d'anticiper des complications auparavant fatales. Elle modifie aussi la relation des femmes aux institutions sanitaires, longtemps perçues comme lointaines ou inaccessibles. Enfin, l'autonomisation économique constitue un troisième repère décisif. Plus de 50 000 femmes accèdent à un emploi dans les secteurs de l'agro-industrie, notamment la transformation du coton et des noix de cajou. Ce volume d'emploi représente un seuil critique. Il crée un effet d'entraînement dans les communautés rurales où les revenus féminins sont majoritairement réinvestis dans l'éducation, la santé et l'alimentation. L'impact dépasse donc le cadre individuel pour toucher l'économie locale. Ces trois indicateurs forment un ensemble cohérent. Pris séparément, chacun pourrait être interprété comme une amélioration sectorielle. Ensemble, ils dessinent une trajectoire de politique publique plus intégrée. Le discours d'Ibrahim Traoré agit ici comme un point de synchronisation, alignant des actions auparavant dispersées. Cependant, ces chiffres ont aussi leurs limites. Ils couvrent une période courte et restent vulnérables aux résistances sociales et aux contraintes budgétaires. Ils montrent une direction, pas encore une stabilisation. La question centrale devient alors celle de la consolidation. Comment transformer ces deltas initiaux en tendances durables capables de résister aux tensions culturelles et politiques à venir? Les critiques des réformes engagées après le 2 novembre 2025 s'organisent autour de deux arguments principaux. Le premier affirme que la rapidité du changement risque de déstabiliser des équilibres sociaux fragiles. Dans cette lecture, la dénonciation publique des violences faites aux femmes, portée par l'État, bouscule des normes traditionnelles sans laisser le temps aux communautés rurales de s'adapter. Les chefs coutumiers et certains leaders religieux soulignent que ces normes structurent la cohésion sociale et que leur remise en cause frontale pourrait produire des conflits locaux. Le second argument met en doute la durabilité des résultats observés. Les chiffres avancés sur la scolarisation, la santé et l'emploi sont perçus comme des effets de court terme, liés à un moment politique exceptionnel. Selon cette critique, une fois l'attention médiatique retombée, les résistances culturelles et les contraintes économiques pourraient reprendre le dessus, rendant les avancées réversibles. Cette position insiste sur l'écart fréquent entre annonces politiques et transformations profondes. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles rappellent que les réformes sociales imposées sans médiation peuvent produire des effets contraires à ceux recherchés. Toutefois, les éléments issus du terrain nuancent cette lecture. Les initiatives communautaires observées après le discours montrent que l'appropriation ne vient pas uniquement d'en haut. Des associations locales, déjà présentes, utilisent la parole présidentielle comme un levier pour légitimer des discussions qu'elles tentaient d'ouvrir depuis des années. De plus, les indicateurs quantifiés ne sont pas isolés. Ils s'accompagnent de changements institutionnels concrets, comme la création de commissions dédiées et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires. Ces dispositifs créent des points d'ancrage qui rendent un retour complet en arrière plus coûteux politiquement. Ibrahim Traoré, en assumant publiquement ses priorités, lie sa légitimité à leur poursuite. Ainsi, la tension ne se situe pas entre tradition et modernité, mais entre rythme et accompagnement. Le cœur du débat devient la capacité de l'État et des acteurs locaux à transformer un choc symbolique en processus graduel, sans rompre les liens sociaux qu'ils cherchent précisément à renforcer. Cette formule résume le basculement observé à mi-parcours du processus engagé depuis le 2 novembre 2025. À ce stade, le débat sur les violences faites aux femmes n'est plus périphérique ni occasionnel. Il s'installe comme un thème légitime de discussion publique dans les médias, les écoles et les communautés rurales. Ce changement de cadre est déterminant, car il modifie ce qui peut être dit et donc ce qui peut être fait. L'intervention d'Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme un acte isolé pour devenir un point de référence. Les acteurs institutionnels s'y appuient pour justifier des décisions,
tandis que les associations locales l'utilisent comme protection symbolique face aux résistances. Cette double appropriation révèle que le cœur du pouvoir n'est plus seulement dans la décision, mais dans la normalisation du sujet. Ce moment médian marque aussi une redistribution des responsabilités. L'État n'est plus seul à porter la question. Les familles, les enseignants, les leaders communautaires se retrouvent interpellés, parfois malgré eux. Cette diffusion du débat crée une dynamique irréversible à court terme. Même les oppositions doivent désormais se positionner explicitement. La révélation n'est donc pas une mesure précise, mais un déplacement durable du seuil de tolérance sociale. Ce qui était, tu deviens discutable. Ce qui était discuté devient mesurable. À partir de là, le processus change de nature et prépare les effets concrets qui suivent. Pour l'État, la séquence ouverte après le 2 novembre 2025 crée une obligation nouvelle. En plaçant les violences faites aux femmes au centre de l'agenda, Ibrahim Traoré engage la crédibilité des institutions. Les ministères concernés ne peuvent pas non plus traiter ces enjeux comme des dossiers secondaires. La création de commissions dédiées et le renforcement des politiques publiques deviennent des marqueurs de cohérence politique. L'État est désormais évalué sur sa capacité à traduire une parole forte en continuité administrative, sous le regard attentif de l'opinion publique. Pour l'économie, les effets sont plus diffus, mais tout aussi structurants. L'intégration de plus de 50 000 femmes dans des activités productives transforme les dynamiques locales. Les revenus féminins, souvent réinvestis dans les foyers, soutiennent la consommation, l'éducation et la santé. Cette redistribution modifie l'équilibre économique des communautés rurales où l'activité des femmes devient un facteur de stabilité. À moyen terme, cette évolution peut renforcer la résilience économique dans des zones historiquement vulnérables. Pour les femmes elles-mêmes, les conséquences sont immédiates et symboliques. L'accès accru à l'éducation, la baisse de la mortalité maternelle et l'ouverture vers l'emploi redéfinissent leur place sociale. Ces avancées ne se limitent pas à des indicateurs. Elles modifient la perception de ce qui est possible, tant pour les jeunes filles que pour leurs familles. Le discours d'Ibrahim Traoré agit ici comme un déclencheur de légitimité, autorisant des trajectoires auparavant jugées irréalistes. Pour les communautés locales, enfin, l'impact est ambivalent. D'un côté, l'ouverture du débat crée des tensions, notamment avec des autorités traditionnelles inquiètes d'une remise en cause trop rapide des normes établies. De l'autre, elle favorise des formes inédites de dialogue. Les réunions communautaires, les cercles de parole et les discussions scolaires deviennent des espaces de négociation sociale. Cette cohabitation entre friction et échange constitue le cœur du moment actuel. Ces 4 niveaux d'impact montrent que la transformation ne suit pas une ligne unique. Elle progresse par ajustements successifs, parfois contradictoires. La question n'est plus de savoir si le débat existe, mais comment chaque acteur va composer avec lui. C'est dans cette interaction, plus que dans une décision isolée, que se joue la suite du processus initié par Ibrahim Traoré. Le scénario le plus probable à court terme est celui d'une progression continue mais mesurée. Les réformes engagées se consolident sans accélération brutale. Les taux de scolarisation des filles continuent d'augmenter à un rythme régulier, porté par l'ouverture d'écoles et la stabilisation des dispositifs de soutien. Les infrastructures de santé renforcées maintiennent leurs effets, notamment sur la mortalité maternelle, sans bond spectaculaire. Dans cette trajectoire, l'économie locale bénéficie d'une insertion progressive des femmes dans l'agro-industrie, créant une stabilité relative. Ce scénario repose sur une gestion prudente des tensions sociales et sur la capacité administrative à maintenir le cap. Un deuxième scénario, plus ambitieux, envisage une accélération. Les premiers résultats servent de levier politique pour élargir et approfondir les réformes. Les investissements dans l'éducation et la santé se multiplient, et l'autonomisation économique des femmes devient un axe central de développement. Les résistances culturelles existent toujours, mais elles sont contenues par un dialogue soutenu avec les leaders communautaires. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait apparaître
comme un laboratoire régional de transformation sociale, renforçant sa position dans le Sahel. Cette trajectoire exige toutefois une coordination étroite entre États, collectivités locales et partenaires extérieurs. Il existe aussi un troisième scénario, plus fragile. Il repose sur un ralentissement, voire une mise en pause des réformes. Les oppositions culturelles se durcissent, les tensions locales s'intensifient et la priorité politique se déplace vers d'autres urgences. Les indicateurs sociaux cessent de progresser, non par retour en arrière immédiat, mais par essoufflement. Les dispositifs créés subsistent, mais perdent en efficacité faute d'impulsion et de ressources suffisantes. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les secteurs. Le point commun reste une condition essentielle. Si l'engagement politique et social se maintient, les acquis ont une chance de s'ancrer. Si la tension se disperse, la dynamique peut se fragmenter. C'est dans cette zone d'incertitude que se joue la prochaine étape du processus amorcé sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Pour les citoyens, la transformation engagée depuis le 2 novembre 2025 se traduit d'abord par un déplacement du quotidien. Dans les familles rurales, l'école des filles n'est plus uniquement perçue comme une charge ou un risque, mais comme une option crédible pour l'avenir. Cette évolution modifie des décisions très concrètes. L'allocation du temps, des ressources et parfois des priorités au sein du foyer. Elle n'efface pas les contraintes économiques, mais elle réoriente les arbitrages. Dans le domaine de la santé, l'amélioration de l'accès aux soins prénatals change la relation des femmes aux institutions. Les centres de santé renforcés deviennent des lieux fréquentés plutôt qu'évités, et la prévention prend progressivement le pas sur l'urgence. Pour beaucoup, cette présence régulière d'un service médical constitue une première expérience de continuité publique, là où dominait auparavant l'isolement. Sur le plan économique, l'accès à un emploi, même modeste, redéfinit les équilibres familiaux. Les revenus féminins permettent de sécuriser l'alimentation, de financer la scolarité et d'anticiper les dépenses de santé. Ces choix, répétés à l'échelle de milliers de foyers, produisent un effet cumulatif sur la cohésion locale. Ils renforcent aussi la voix des femmes dans les décisions communautaires, sans nécessairement passer par des confrontations directes. Enfin, pour les citoyens en général, le débat public ouvert par Ibrahim Traoré crée une nouvelle norme. Certains sujets ne sont plus interdits. Cette normalisation du dialogue ne garantit pas l'accord, mais elle rend possible la discussion. Dans un contexte marqué par des décennies de silence, cette possibilité constitue déjà un changement majeur. Ces transformations restent fragiles et inégales selon les régions, mais elles montrent que les réformes ne se limitent pas aux institutions. Elles s'incarnent dans des gestes quotidiens, discrets, qui dessinent progressivement une autre manière de vivre ensemble. À ce stade, la question n'est plus celle de l'intention, mais de l'organisation. La dynamique ouverte après le 2 novembre 2025 nécessite une feuille de route lisible, capable de transformer une impulsion politique en action coordonnée. Ibrahim Traoré a posé un cadre. Reste à structurer sa mise en œuvre dans le temps. D'abord, du côté de l'État, un premier axe se dessine clairement. Les commissions dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes doivent passer d'un rôle symbolique à une fonction opérationnelle. Cela implique des mandats clairs, des calendriers précis et des indicateurs de suivi simples. L'objectif n'est pas d'accumuler des rapports, mais de mesurer des progrès concrets, compréhensibles par les citoyens. Ensuite, les ministères sectoriels forment un deuxième axe structurant. L'éducation et la santé jouent un rôle central. Pour l'éducation, il s'agit de consolider l'ouverture des écoles rurales par la formation continue des enseignants et la pérennisation des bourses. Pour la santé, la priorité reste la stabilisation des centres de soins et le maintien des services prénatals, afin d'éviter un retour aux inégalités d'accès. Chaque action doit être associée à un horizon temporel réaliste et à un mode d'évaluation transparent. Puis, un troisième axe concerne les acteurs locaux, au plus près du terrain. Les associations communautaires, déjà mobilisées, constituent un relais essentiel. Leur rôle consiste à accompagner le dialogue social, à désamorcer les résistances et à adapter les messages aux réalités culturelles.
Sans cet ancrage, les politiques nationales risquent de rester théoriques. Enfin, un quatrième axe concerne la coordination. La réussite dépend de la capacité à relier ces niveaux d'action sans créer de concurrence institutionnelle. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle offre une méthode. C'est dans cette articulation, plus que dans un décret isolé, que peut se consolider l'élan initié par Ibrahim Traoré. Le 2 novembre 2025 revient alors comme un point de rappel. Non plus seulement une date, mais une scène fondatrice où une parole officielle a rencontré des réalités longtemps tues. Dans les lycées, les villages et les foyers, les échos de ce moment persistent, parfois de manière discrète, parfois conflictuelle, mais rarement indifférente. Les voix des femmes, autrefois confinées à l'espace privé, ont trouvé un chemin vers l'espace public, même fragile. Cette bascule ne doit rien au hasard. Elle tient à une décision assumée, prise dans un contexte symbolique fort. En choisissant de nommer les violences et d'en faire un enjeu national, Ibrahim Traoré a déplacé le centre de gravité du débat social. Il n'a pas effacé les résistances ni les peurs, mais il a créé une rupture irréversible avec le silence. L'émotion qui demeure n'est pas celle de l'enthousiasme, mais celle d'une responsabilité partagée. Chaque avancée observée depuis ce discours renvoie à un choix collectif. Continuer à parler, à ajuster, à corriger ou refermer progressivement l'espace ouvert. Le pays se trouve dans cet entre-deux, où l'espoir cohabite avec la prudence. Une certitude s'impose toutefois. Un pays qui ose parler ne revient jamais exactement en arrière. À l'issue de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais par une invitation. La transformation engagée depuis le 2 novembre 2025 n'appartient ni uniquement à l'État, ni uniquement à un président. Elle se joue dans la manière dont une société accepte de maintenir un débat ouvert, même lorsqu'il est inconfortable. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso pose une question plus large, au-delà des frontières nationales. Comment une communauté transforme-t-elle une parole forte en pratique durable, sans céder ni à la peur du changement, ni à la tentation de l'imposition brutale ? Les mois à venir montreront si le dialogue initié peut devenir une habitude collective, plutôt qu'une exception liée à un moment précis. Pour le public, l'enjeu est aussi celui de l'attention. Observer, comprendre, discuter, plutôt que réduire ces évolutions à des slogans ou à des chiffres isolés. La dynamique actuelle mérite d'être suivie avec nuance, car elle révèle autant les espoirs que les fragilités d'un processus de transformation sociale. La question reste ouverte. Comment accompagner ce mouvement sans le figer ni l'étouffer ?